Bonjour à tous. Oui, merci Isabelle de cette occasion qui m'est donnée et merci à la SGDL de cette invitation. Car les arts visuels sont l'un des secteurs créatifs, on va dire, les plus en première ligne du phénomène qui nous arrive. Il y a des inquiétudes qui sont extrêmement vives dans ce secteur, alors même, on l'a vu tout à l'heure, que les artistes en tant que tels ne sont pas opposés à l'intelligence artificielle, absolument pas. C'est même parmi ceux dans la population qui le plus souvent se saisissent très en amont des outils. Donc à aucun moment les IA ne sont en tant que technologie remises en cause. En revanche, les inquiétudes s'expriment sur les intelligences artificielles génératives. Et il y a 3 constats majeurs que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Le premier des constats, on en a parlé ce matin, c'est la rapidité et la volumétrie considérable, extraordinaire je dirais, qui est sans commune mesure avec tout autre phénomène précédent, y compris l'avènement d'Internet. Alors peut-être que c'est l'invention du feu, comme on l'a dit. Je pense qu'on n'en est pas loin. Vous allez voir, je n'ai pas forcément un discours très optimiste, et pardon de ça par avance, mais je pense que on est à un moment extrêmement important. Lorsque les moteurs d'intelligence artificielle sont arrivés dans le public et gratuits, alors pour les images, on est plutôt à l'été 2022. On a entendu tout à l'heure que ChatGPT, c'était plutôt novembre 22. Ça a entraîné, depuis cet avènement des moteurs d'IA générative d'images, autant de création d'images qu'en 150 ans de photographie. Voilà. Et là, on est à peine fin 2023. Les principaux moteurs d'images, vous les connaissez, c'est Stable Diffusion, c'est 80% du marché, parce que ce sont des moteurs qui sont ouverts et utilisés par tout un tas d'opérateurs. L'Adobe Firefly, qui représente 8% du marché, Midjourney, DALL-E, c'est le petit frère de ChatGPT. Et là, il y a 3 jours, Meta vient de publier son propre moteur d'image qui s'appelle Imagine et qui va certainement rajouter encore au sujet. Google a déjà le sien, etc. Il y a nombre de plateformes d'images à bas coût ou gratuites qui, du coup, aujourd'hui, proposent plus d'images générées par les intelligences artificielles que d'images générées par les humains. Ce qui dilue complètement la visibilité des créateurs humains, et ça, c'est quand même un vrai problème. Du coup, le constat qu'on tire immédiatement, c'est qu'il y a une réelle concurrence déloyale de ces productions par rapport à celle des auteurs. On ne parle pas du tout de quelque chose qui, comme Internet par exemple, entraîne une diffusion plus ou moins maîtrisée des œuvres des auteurs. Ça, c'était déjà un sujet qu'on vient à peine éventuellement de régler. Ça a duré 15 ans. Là, maintenant, on est dans de la production massive et instantanée d'images synthétiques quasi gratuites qui sont fabriquées grâce aux créations humaines. Si vous faites une recherche sur les images fabriquées grâce à des intelligences artificielles, vous verrez les dizaines de plateformes qui vous proposent des images libres de droit, soit gratuites, soit à 2 ou 3 centimes l'image. Dans un moment où tout le monde, tous les utilisateurs essayent de diminuer leurs coûts, comment est-ce que des auteurs humains peuvent lutter face à cette concurrence économique? Je vous ai juste amené ce que j'ai acheté en allant tout à l'heure aux toilettes. C'est le dernier hors-série du Monde, qui est en vente en bas dans le kiosque, sur les Vikings. Donc, sujet d'actualité de Noël, les Vikings, avec l'Islande aussi. Bon. Bref, cette couverture a été fabriquée avec une intelligence artificielle générative. Donc, on parle du Monde, on parle d'un hors-série fait avec Glénat, et ça n'a pas eu recours à un auteur pour fabriquer cette couverture. Alors, bien sûr, on peut s'en apercevoir, parce que le Viking, il a 6 doigts. Bon, effectivement, il y a un problème. L'autre problème, c'est que quand on regarde les crédits, voilà, lorsqu'on regarde les crédits qui sont indiqués dans l'ours, eh bien, il y a des copyrights avec des noms qui ressemblent à des pseudos de graphistes. On est incapable
de détecter le fait que c'est une IA, sauf si on compte les doigts, forcément. Et normalement, une couverture du Monde, pour un auteur, un illustrateur, ce serait environ 2 000 à 3 000 euros de rémunération. Je serais curieuse de savoir combien ça a coûté au Monde. Voilà le problème. Donc, on assiste, depuis que ces IA sont dans le grand public, à une diminution totale du consentement à payer de ceux qui diffusent des œuvres. Et nous, on nous remonte à la DSGP énormément de studios créatifs, que ce soit les studios de design graphique ou de design objet, où les clients là viennent en disant « Bon, alors, l'année dernière, en 2023, on vous a payé 3 000 ou 4 000 euros pour illustrer le rapport d'activité. Pour 2024, ça va être 200 euros, puisque vous allez faire ça d'un claquement de doigts. » Donc ça, c'est un vrai problème pour les auteurs. Et puis d'ailleurs, j'avais aussi, un peu en réponse à Pierre-Jean Bogozzi tout à l'heure, amené un conte de Noël. Donc ça, c'est un petit conte édité sur papier, mais que je vais m'empresser ensuite d'aller éditer sur Amazon pour 1,50 €, qui a été fait en 5 minutes 40 par un juriste de la DSGP, qui n'est absolument pas un créatif, hein, c'est un juriste, qui ne connaît absolument pas les moteurs d'IA, et qui, ce juriste, a dit j'aimerais bien un conte court pour enfants de 2 à 4 ans qui a du mal à s'endormir. Donc il a tout de suite eu sur ChatGPT 2 pages et demie, et puis ensuite en 5 secondes. Et puis ensuite, il a demandé à ChatGPT s'il pouvait avoir les prompts pour illustrer ce conte, qui est extrêmement bien fait, parce qu'en fait, dans le conte, pour aider l'enfant à s'endormir, en fait, c'est un doudou qui a du mal à s'endormir, et c'est le héros du conte, une petite héroïne, en fait, qui va apprendre à son doudou, Kalinou, à s'endormir. Donc, en 5 secondes, il avait le conte. Ensuite, par un prompt, il a obtenu... ChatGPT lui a proposé le titre, et ça s'appelle Les étoiles de Kalinou, une nuit magique dans la forêt des rêves. Et ensuite, il a demandé à ChatGPT de bien vouloir lui écrire les prompts pour une IA d'images, et pour faire 4 images pour illustrer son conte. Et lorsque l'on fait le cumul, en 5 minutes 40, il y a un conte qui, je vous assure, moi qui suis grand-mère, est absolument lisible à un petit enfant de 2 à 4 ans. Voilà, donc je ne voulais pas plus perdre de temps, mais sachez que cette chose-là, on la retrouve, et ce sera mon 3e constat, aussi au niveau de la photographie, et notamment du photojournalisme. On la retrouve au niveau des arts plastiques, on la retrouve au niveau du design. Vous pouvez demander à n'importe quel IA de dessiner du mobilier art nouveau avec des métaux et du bois, et on va vous donner 250 propositions extrêmement créatives. En tout cas, il y en a moins une dizaine d'entre elles qui le seraient. Voilà, et on se retrouve, comme le disait Françoise Petrovitch, notre colloque du 30 novembre, à risquer que chacun, malgré tout, pour économiser de l'argent et du temps, comme on le disait tout à l'heure, recourt à des productions faites par IA et habitue son regard à aller vers le médiocre. Et ça, c'est vraiment un enjeu, me semble-t-il, de société. Et c'est d'autant plus un enjeu qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation de transparence des données d'entraînement des IA génératives, ni de transparence d'ailleurs des outputs. Les étoiles de Kalinou, vous n'êtes pas obligé d'indiquer que vous l'avez créé avec une IA générative, effectivement. Et donc on en vient immédiatement au sujet du règlement sur l'IA. Et David, je pense que c'est à toi que je vais poser la première question. Pourrais-tu nous raconter brièvement l'histoire de ce règlement dans lequel il n'était pas du tout prévu au départ d'y avoir des dispositions sur le respect du droit d'auteur par les IA, d'ailleurs? Oui, je vais commencer par le commencement. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ce règlement vise à réguler les risques systémiques de l'IA dans des domaines d'activité assez éloignés du droit d'auteur. On parle de biométrie, d'identification faciale, de risques. Et donc, on n'était pas sur une problématique au départ de droit d'auteur. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours tendance à considérer que les questions de droit d'auteur
sont mal régulées lorsqu'un texte de nature transversale vient et s'intéresse à ces questions-là. On a un précédent fâcheux avec la directive de commerce électronique qui est venue réguler la responsabilité des acteurs de l'Internet et qui a eu un impact direct sur les droits d'auteur. Et d'ailleurs, dans la directive de 2001, il y a une référence explicite à la directive de 2000, et ça a complètement bouleversé en matière de distribution notre capacité à interagir avec les plateformes de partage de contenu, et on a pu, avec la directive de 2019, résoudre en partie, pas complètement, mais en partie, cette problématique. Et puis, comme vous le savez, les IA génératives sont devenues grand public, et la question des droits d'auteur s'est posée, avec un dispositif que vous connaissez. Je crois qu'Alexandra Bensamoun l'a très bien expliqué ce matin, donc je n'y reviendrai pas. Et une capacité pour les titulaires de droits de sortir d'une exception, c'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent l'opt-out, mais au moins on a un opt-out. Je sais que c'est imparfait, mais il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'opt-out, il y a des exceptions pleines et entières. Et quelque part, les titulaires de droits, les créateurs, ne peuvent que constater les effets des dégâts, et ce n'est pas des pays... petits pays, au Japon, à Singapour. Et puis vous avez des pays dans lesquels il n'y a rien. Et là vient se poser la question de transparence. Moi, j'étais pas plus tard que la semaine dernière à une réunion. Oui, parce que vous aviez un opt-out dans la directive de 2019, ouais. Mais pas de transparence. Voilà, exactement. Mais je discutais avec mon collègue australien. La semaine dernière, on était sur un séminaire de réflexion entre sociétés d'auteurs sur l'intelligence artificielle. Il n'a pas d'exception, lui. Donc, on pourrait dire, théoriquement, tout va bien. On devrait lui demander une autorisation lorsqu'on utilise ses œuvres pour nourrir des outils d'intelligence artificielle. Mais il me dit, il est comme nous en réalité, comme il n'y a pas de transparence, il ne sait absolument pas si ou pas on utilise ses œuvres et à quelle intensité, parce que c'est aussi la question qui va se poser. Et la réalité des choses, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du droit d'auteur, me semble-t-il, mais peut-être qu'il y a des contre-exemples, en tout cas je suis preneur des contre-exemples, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé, où on ne négocie pas quelque chose qui est visible, mais quelque chose qui est dans une boîte noire et qui va générer des contenus qui, par principe, ne pas être contrefaisants, devront être différents. Et vous savez que depuis un arrêt du mois de juillet 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Pelham, la Cour nous explique que si on n'identifie pas des bouts d'œuvre dans une autre œuvre, s'ils ne sont pas identifiables en tant que tels, c'est en matière de droit voisin, mais le raisonnement est parfaitement transposable en matière de droit d'auteur, vous ne pouvez pas invoquer vos droits. Il faut pouvoir identifier de manière caractérisée une œuvre. Et c'est si vrai que la Cour de cassation récemment a validé un arrêt de la Cour d'appel dans une affaire de sample où c'est exactement le même raisonnement. On a considéré qu'on avait identifié un bout d'œuvre, mais on a estimé que c'était un motif de guitare, on a estimé qu'il ne caractérisait pas l'œuvre première et qu'il pouvait donc être totalement repris dans une œuvre seconde sans pour autant être attaqué de contrefaçon. Donc c'est la première fois aujourd'hui où on doit négocier avec des gens qui ingèrent des données, qui les traitent, qui les classifient, qui les standardisent et qui les raffinent pour générer des contenus qui viennent, et là Marianne l'a très bien expliqué, qui viennent en réalité non seulement parasiter les œuvres créées par des vraies personnes, mais surtout, je dirais, apporter une concurrence déloyale parce que le coût lié au contenu produit par l'IA est bien évidemment sensiblement inférieur à celui des œuvres créées par des vraies personnes qui vont mettre de l'expertise, du talent. C'est toute une vie pour devenir créateur, et tout ça, ça se paye et c'est normal. Donc, sans transparence, moi je le dis très clairement, l'opt-out ne fonctionnera pas. C'est une évidence. Vous irez voir, et on a commencé, nous, on a exercé notre opt-out, parce qu'on n'avait pas le choix, c'était le chemin juridique que tout ayant droit aujourd'hui doit prendre. Et on est allé voir des entités qui développent des outils d'intelligence artificielle et qui ont commencé à nous expliquer, mais bien sûr, on fait des contenus musicaux, on n'appelle pas ça des œuvres, mais on n'utilise absolument pas vos œuvres, comme par hasard, alors qu'on peut faire des prompts sur de la variété française ou sur des œuvres du répertoire de la SACEM. Et sans obligation de transparence, ces plateformes, elles vont nous balader, comme elles le font d'habitude, sont les mêmes. Donc on a un peu l'habitude. Ils sont essentiels pour rendre effectif l'opt-out, d'imposer à ceux qui alimentent leur outil d'intelligence artificielle une transparence. Parce qu'à défaut, on peut s'interroger sur la pertinence d'un dispositif qui, d'un point de vue théorique,
semblait équilibré, parce qu'on a une exception, mais qui peut être contrebalancée par un opt-out qui restaure les titulaires de droits dans leur droit exclusif de droit de reproduction. Mais sans transparence, cela ne fonctionnera pas, on le sait déjà. Donc les discussions autour, et je terminerai par là parce que je ne veux pas monopoliser la parole, autour de la transparence et des obligations qu'on va devoir déployer les outils d'intelligence artificielle sont essentiels. Sinon, c'est tout l'édifice du droit d'auteur qui sera remis en cause parce qu'on constatera quelque part que l'opt-out qui semblait être notre capacité à nous restaurer dans les droits est en réalité un opt-out tout à fait théorique. Merci beaucoup, David. Question pour toi à présent, Patrice. Tout à l'heure, Jean-Marie Cavada a fortement engagé le monde de la culture à s'unir pour défendre ses intérêts, notamment face à l'émergence de l'IA. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que même si le principe de transparence qui sera dans le règlement sur l'IA n'est pas parfait, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà une victoire de l'union de la culture? Oui, effectivement. Alors, cette question de la transparence, je rejoins David et je crois qu'on se rejoint tous. C'était vraiment la pierre angulaire dans ce débat. Et d'ailleurs, on a bien vu que c'est le point sur lequel les débats se sont cristallisés et crispés. C'est un peu aussi ce qui a conduit à cette initiative collective et à se regrouper aujourd'hui. C'est qu'on a senti, en tout cas, je parle pour le secteur du livre, un certain flou dans la parole politique qui était portée jusqu'à présent par la France dans les débats qui pouvaient avoir lieu à Bruxelles, avec des déclarations pour le moins ambiguës. Je rappelle que la question de l'intelligence artificielle, ça fait déjà un moment, Alexandra Ben-Samoun l'a rappelé, elle avait remis un rapport au CSPLA en 2020 qui posait tout à fait les questions et les enjeux dont la mise en œuvre, je ne crois pas, avait pas été suivie de grand-chose. On a eu un comité interministériel qui s'est mis en place au mois de septembre 2023, alors que les travaux du trilogue devaient aboutir en décembre, donc autant dire des consultations qui ont été menées dans des délais assez brefs. Un comité dont la composition nous a tous, je crois, un peu interrogés, puisqu'on a vu que siégeait au sein de ce comité interministériel, donc chargé de conseiller le gouvernement sur les enjeux de l'intelligence artificielle, où l'on retrouvait des personnes, des représentants de la société Mistral AI, de Google, de Meta, en particulier un ancien ministre du numérique, Cédric O, qui, je crois, défend par ailleurs à titre personnel des intérêts en tant que lobby auprès de Bruxelles pour une société qu'il représente, qui est active dans le... Il est déclaré en tant que lobbyiste à Bruxelles. Voilà. Oui. Donc tout ça était des signaux un tout petit peu inquiétants pour les organisations d'auteurs et les sociétés de... Pardon, Patrick, tu voulais réagir? Je voulais juste ajouter qu'il a aussi déclaré et il lui a été demandé de ne pas avoir de relations professionnelles pendant un certain temps avec toutes les autorités publiques en France qui travaillent sur le numérique. Donc j'espère qu'au comité et ailleurs, je suis sûr qu'il n'en croise aucune. Voilà, et en plus, excuse-moi, et pour compléter, en plus d'être un lobbyiste, c'est un investisseur extrêmement avisé, parce que si vous n'avez pas investi 170 € au mois d'avril, vous avez fait une grosse erreur, et si vous voulez en savoir plus, lisez l'article de Capital. Voilà, s'ajouter je vous demanderai des détails tout à l'heure, Patrick. Ce contexte un peu inquiétant, effectivement, et des déclarations qui étaient pour le moins ambiguës. Alors, nous, pour ce qui est du secteur du livre, on avait retenu celle du président de la République à Villers-Cotterêts en 2023, puisqu'il affirmait, je crois, nous avons raison de défendre le droit d'auteur dans l'intelligence artificielle. On avait quoi être rassuré en se disant que, certes, on allait développer l'intelligence artificielle, mais qu'on allait aussi défendre les principes du droit d'auteur. En réalité, les échos que l'on pouvait avoir des débats qui avaient lieu à Bruxelles étaient que ces positions, en tout cas ces affirmations, n'étaient pas du tout suivies par la France, qu'on avait plutôt l'habitude de voir comme un pays défenseur du droit d'auteur, par une défense, en tout cas de cette notion de transparence, qui, encore une fois, est vraiment la clé de voûte pour tout ce qui vient après. Mais là, apparemment, c'est obtenu. La transparence est obtenue. J'y viens. C'est ce qui a conduit, parce que vous m'interrogiez sur l'action collective qui avait été menée à nos organisations collectivement, et bien au-delà, puisque 80 organisations du secteur de la culture avaient signé 2 tribunes pour alerter sur ces sujets, en réclamant effectivement une transparence vis-à-vis des auteurs sur les données d'entraînement utilisées. On en a parlé ce matin, puisque l'intelligence artificielle n'est intelligente que parce qu'on a mis dans la machine un contenu créé par de l'humain. Une transparence également vis-à-vis du consommateur, c'est-à-dire qu'on l'a rappelé tout à l'heure, que le consommateur sache s'il a affaire à une œuvre qui a été créée partiellement ou totalement par de l'IA.
et des dispositifs d'opt-out de sortie qui existent dans la loi, mais qui sont aujourd'hui très difficiles à mobiliser, individuellement ou collectivement, pour des auteurs, en tout cas dans le secteur du livre. Donc le refus, et d'ailleurs voilà, le refus de la transparence était assez manifeste, je trouve, du fait de bloquer finalement un droit existant, le droit d'opt-out, puisqu'on ne peut pas manifester son droit d'opt-out si on ne sait pas son œuvre est dedans. Donc effectivement, ce qui est sorti en dernière minute, mais vraiment jusqu'au dernier moment, je crois que personne n'était tout à fait rassuré parce que ces points n'y figuraient pas. Pour autant, moi, si j'avais quelques juste réserves ou commentaires, alors effectivement, le règlement qui est sorti du trilogue, enfin le projet de règlement le 8 décembre, affirme l'obligation de respecter les dispositions relatives aux droits d'auteur. C'est vrai que ça va toujours mieux en le disant. Affirme l'obligation de publier des résumés suffisamment détaillés. Alors, moi, je vois un peu une contradiction entre un résumé qui, par définition, est non exhaustif et la notion d'information détaillée. Donc, je pense que tout ça nécessitera d'être sans doute précisé dans les travaux et les discussions qui suivront l'adoption du règlement et les mesures techniques. Alors apparemment, on vous dit déjà qu'il devrait y avoir des lignes directrices de la Commission sur le sujet, donc c'est pas encore abouti, puisque le règlement sur l'IA, il devrait entrer être mis en œuvre à quelle année ? 2026, c'était 2027 aussi une des interrogations, 2026-2027. Oui. Plus les lignes directrices, il faudra voilà. attendre. Donc à minima 2026-2027. Se pose aussi la question de la rétroactivité entre maintenant et entre il y a 5 ans, quand ces IA ont commencé à absorber et digérer des contenus, et aujourd'hui, est-ce que ces dispositions de transparence s'appliquent rétroactivement? Et puis c'est vrai que les déclarations du président de la République au lendemain du trilogue, venant quelque part remettre en cause la position qui avait elle-même été défendue, si j'ai bien compris, par la France, en disant que voilà, il y allait avoir de la transparence, mais pas trop non plus. Tout ça n'est pas entièrement rassurant. Non. Oui, on y reviendra d'ailleurs sur les propos du président de la République de ce week-end. Patrick Rhode, je me demandais, au niveau politique, encore une fois, si le fait que finalement la position française n'a pas vraiment été aboutie au sujet de l'IA, puisque le comité interministériel sur l'IA générative n'a pas encore rendu de conclusion. Enfin, je ne sais pas, Alexandra, non, il n'y a pas de conclusion rendue. Ce sera pour 2024, me dit Nicolas. N'est-il pas problématique que la France soit arrivée à Bruxelles avec une position toute faite alors que la conversation dans le pays n'est pas conclue ? À ma connaissance, je parle sous le contrôle d'Alexandra, mais le comité, il est censé apporter une réflexion stratégique, mais il ne se substitue pas à l'appareil d'État qui, au quotidien, négocie à Bruxelles. Moi, je voulais dire aussi, au-delà, et c'est le cas aussi de David qui l'a mentionné, mais on est très impliqué aussi dans nos associations européennes et mondiales, et c'est un sujet où, heureusement, qu'il y a des pays qui n'ont pas agi comme les autorités françaises, sinon le règlement IA, et ce qu'on en sait à ce stade, ce que vient de nous expliquer Patrice ou David, on n'en serait pas du tout là. Donc aujourd'hui, si le texte n'est pas complètement insatisfaisant, c'est parce que la présidence espagnole, c'est parce que les parlementaires européens ont compris les enjeux et ont cherché à trouver un équilibre entre développement de l'IA, parce que nous, à la SACD, on considère que l'IA, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ça existe et ça existera encore plus demain, mais qu'en plus, c'est une opportunité pour les créateurs, c'est une opportunité pour les citoyens, mais pour autant qu'on ne soit pas dans le Far West. Et donc les parlementaires, même le commissaire européen Thierry Breton, qui a un passé dans la tech extrêmement marqué, lui fait la différence entre le message de Mistral, qui défend à juste titre les intérêts de Mistral et les intérêts de l'Union européenne et de la France. La difficulté qu'on a en ce moment en France, c'est qu'on a du mal à voir la différence entre la position de certaines autorités publiques en France et les intérêts d'une société Mistral. Et pour nous, il y a une double erreur à la fois juridique et économique. Sur le plan juridique, Mistral dit, et son lobbyiste favori dit à tout le monde il ne faut pas pénaliser les startups européennes contre leurs concurrents américains. Jusqu'à nouvel ordre, et sans être aussi expert que d'autres dans cette salle sur les questions juridiques, l'IA Act, il s'appliquera à toutes les entreprises actives sur le marché européen. Et donc, il s'appliquera, et c'est d'ailleurs pour ça que les GAFAM se mobilisent autant sur ce texte. Donc c'est juste une ineptie juridique et pratique que de dire qu'il s'agit de... L'enjeu n'est pas de protéger les startups européennes,
versus les grandes entreprises américaines. La deuxième erreur, elle est de nature économique. On nous fait croire que l'avenir de certaines entreprises, grosses ou petites, dépend des dispositions précises de l'IA Act. C'est à nouveau une pure ineptie. L'enjeu pour les startups européennes, c'est plutôt d'être protégées par des autorités de la concurrence. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni, en ce moment, s'intéresse aux conditions, aux conditions dans lesquelles Microsoft a de facto racheté la valeur économique d'OpenAI sans en acheter le capital, ce qui fait qu'il n'est pas soumis à des règles de concentration. Et aujourd'hui, la principale menace pour Mistral, c'est ni l'intelligence de ses créateurs, qui est immense, c'est ni l'IA Act ou ce que pourra décider le gouvernement français dans l'avenir, c'est le fait qu'il ne puisse pas commercialiser et monétiser la valeur technologique qu'il a créée avec son outil, parce qu'il sera évincé du marché par des acteurs qui seront adossés à des gens beaucoup plus puissants. Et là-dessus, on n'entend absolument pas les autorités publiques, ni françaises, ni européennes. Et par contre, il y a une autre chose sur laquelle je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Arthur Mensch, le créateur de Mistral. Son message, en gros, c'est « laisser faire le marché ». Et moi, j'ai aussi travaillé au ministère de l'économie, et une des manières de laisser faire le marché, c'est de voir comment, aujourd'hui, les investisseurs valorisent les sociétés. Donc, moi, il ne me semble pas que les investisseurs qui viennent de valoriser une société créée il y a quelques mois, près de 2 milliards d'euros, les investisseurs ne semblent pas inquiets sur la valeur de Mistral. Et donc, c'est un peu consternant de voir qu'il y a un tel débat en ce moment en France. Et nous, on est à la SACD inquiets sur l'IA Act, parce que à ce stade, il y a eu un accord politique au niveau du trilogue. Le texte est en train d'être rédigé, précisément, et on sait que la France, à ce stade, essaye de faire bouger les équilibres. Et dans cette perspective, et au cas où ils n'y arriveraient pas, ils essayent de construire une minorité de blocage avec des gouvernements avec lesquels la France a beaucoup l'habitude de s'associer et de soutenir, comme l'Italie de Meloni, la Hongrie d'Orban. Et donc là-dessus, on espère que, chemin faisant, éclairé par le comité qui est placé auprès d'elle, mais que le gouvernement retrouvera un peu de sérénité pour qu'on trouve un équilibre entre le développement de l'IA et une régulation adaptée à son encadrement. Ça me fait penser, et je termine, au débat qu'il y a eu, et là-dessus, les autorités françaises et le président de la République ont été un soutien constant, décisif, au débat qu'il y a eu sur l'article 17, il y a quelques années, sur la directive droit d'auteur, où il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas de start-up française ou européenne, mais tous les GAFAM expliquaient que toute l'innovation allait s'arrêter si l'article 17 était adopté. Vous avez pu constater dans vos vies courantes qu'il n'en a rien été. Alors, si on a le temps, on reparlera peut-être du règlement sur l'IA et notamment de certaines exceptions dont on entend qu'elles émergent. Mais auparavant, j'aurais voulu qu'on parle un peu du droit d'opt-out, parce que on a donc le règlement sur l'IA qui arrive, mais on a déjà des dispositions, et c'est à toi que ma question va s'adresser, Nicolas. On a déjà des dispositions sur la fouille de textes et de données dont certains affirment, et notamment Madame Duchalard tout à l'heure, qu'elles s'appliquent aux IA génératives, donc dans la directive de 2019. Quelle est la position de la SCAM à ce sujet? Est-ce que ces dispositions de la directive de 2019 ont vocation à s'appliquer à ChatGPT et aux autres IA génératives? Alors, sur ce sujet, il y a un débat juridique. C'est vrai que l'applicabilité de cette exception, elle est en tout cas formalisée apparemment dans le règlement actuel. Enfin, c'est curieusement annoncé, mais c'est un peu la manière européenne. C'est-à-dire qu'on dit l'IA va respecter le droit d'auteur. Après, il dit il y a un texte sur le droit d'auteur. Dans le texte, il y a une exception. L'exception peut s'appliquer et les ayants droit pourront exercer leur droit de réservation, enfin leur droit d'opposition, et les IA seront tenus de respecter ce droit d'opposition. Donc il y a une espèce de cascade, pas très claire,
Enfin, je trouve que le texte n'est pas vraiment très affirmatif, en tout cas. Et au-delà de ça, de toute façon, c'est pas vraiment au niveau législatif que ça se passe, ça va se passer au niveau jurisprudentiel, puisque c'est le juge qui va faire application des textes. Donc c'est là qu'on va voir dans quelle mesure l'exception s'applique ou pas à l'utilisation de données par une IA, parce que là, ce dont on parle, c'est l'aval, hein, parce que je pense qu'il faut vraiment toujours bien savoir où on est quand on parle d'IA générative. Là, on est en amont, justement, en amont, c'est-à-dire l'input, au moment où les données sont rentrées. Donc, est-ce qu'on peut reproduire des œuvres pour entraîner une IA sans demander une autorisation, ou est-ce qu'il faut en demander une? La question, donc, elle est ouverte. Beaucoup pensent. Oui, parce que si l'exception opt-out ne s'applique pas, alors il y a une obligation d'opt-in. Enfin, il y a une obligation pour le développeur d'une intelligence artificielle de demander l'autorisation. Voilà, c'est-à-dire si elle ne s'applique pas, effectivement, on revient aux fondamentaux du droit d'auteur, il faut demander une autorisation préalable. S'applique-t-elle pas? La Commission européenne a plutôt tendance qu'elle s'applique. Elle a une position sur le sujet assez affirmative. Il y a quand même beaucoup d'arguments contre l'applicabilité de cette exception. Il y a le fait qu'effectivement, quand cette exception a été adoptée par la directive 2019, il n'était pas du tout question d'IA générative. Et quand on voit la définition et les considérants autour de cette exception, enfin, on ne voit pas du tout l'IA générative. On parle beaucoup de recherche, de croisement, de probabilité, de statistiques. Donc on voit bien que ça a été fait dans une optique de recherche et effectivement de scientifique plus spécialement. Et aussi, il y a un grand point d'interrogation, c'est la conformité de cette exception au test en 3 étapes de la Convention de Berne, l'article 5, qui dit que ça doit être limité aux cas spéciaux, que l'exception ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts des auteurs. Donc ça, est-ce que cette exception rentre? Est-ce qu'elle respecte cette convention? Ça encore aussi, c'est une autre question. Et aujourd'hui, personne ne peut répondre, enfin personne n'a répondu encore à ces questions. Et qui pourrait y répondre, à part le juge? Le juge, c'est lui qui est en charge de l'application des textes et qui l'appliquera quand il aura le cas qui lui sera, à mon avis, soumis. J'espère pas tôt, comme ça on aura des réponses, nous les juristes, mais c'est lui qui va savoir. Et puis d'ailleurs même, est-ce que cette exception va s'appliquer systématiquement ou pas? Est-ce que ça ne va pas dépendre aussi du type d'IA générative? Enfin, je veux dire, il ne faut pas se dire elle s'applique et puis ça y est, elle s'applique à toutes les IA génératives. Peut-être qu'il y aura aussi des cas dans lesquels elle ne s'applique pas. Enfin voilà. Toujours est-il que pour la SCAM, dans cette interrogation, ce flou un peu autour de l'applicabilité de cette exception, on a décidé d'exercer le droit d'opposition pour le répertoire de la SCAM dans le cadre de cette exception, à titre conservatoire, justement, puisque dans ce flou, on s'est dit, au moins, sait-on jamais, on va exercer ce droit d'opposition. On l'a fait comme l'indiquait la directive de 2019, qui identifie trois façons de le faire, à savoir des procédés lisibles par les machines. Alors ça, la SCAM n'a pas malheureusement les masters des œuvres audiovisuelles et ou sonores et ou autres, et donc elle n'a pas de possibilité de mettre en œuvre des mesures là-dessus, des mesures techniques, mais en tout cas il est aussi question d'une déclaration unilatérale, donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'a fait d'ailleurs aussi la SACEM, ce qu'a fait aussi la SABAM dernièrement en Belgique, j'ai vu, donc c'est une façon en tout cas de le dire publiquement. Voilà, comment est-ce que ça va être respecté? Comment les IA vont savoir que les œuvres du répertoire de la SCAM ne peuvent pas être utilisées pour entraîner l'IA? Tout ça, ce sont des questions techniques et des questions qui ne sont pas encore aujourd'hui bien claires. En tout cas, et là, effectivement, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment, à mon sens, l'enjeu premier aujourd'hui. Effectivement, la transparence est le fondement de tout ça. C'est comme le disait très bien David tout à l'heure, s'il n'y a pas de transparence, on ne sera de toute façon, que l'exception s'applique ou ne s'applique pas, on ne sera pas en mesure du tout de faire respecter le droit d'auteur. Oui, Patrick, justement, c'était pour vous. Ma question suivante, en fait, était la même que pour Nicolas. Quelle est la position de la SACD au sujet de l'opt-out?
Nous aussi, on a soulevé l'opt-out. On n'a pas communiqué sur le sujet parce que pour nous, notre objectif, c'est l'opt-in. Donc l'opt-out, c'est un chemin qui conduit à l'opt-in, et ce qui nous intéresse, c'est l'opt-in. Et est-ce que ça signifie... Et après, excusez-moi pour prolonger un peu plus, c'est vrai qu'in fine, ce débat pourrait être tranché par la Cour de justice dans un certain temps. L'autre option, si on regarde ce qui se passe d'ores et déjà sur le marché et ce qui s'est passé en début de semaine, où OpenAI a annoncé qu'il avait signé un contrat d'opt-in avec Axel Springer, par ce contrat, c'est vraiment, enfin, j'ai pas les termes du contrat, mais la communication associée à ce contrat, c'est vraiment un contrat d'opt-in où, en contrepartie du paiement d'un prix, Axel Springer a autorisé ChatGPT à utiliser tous les contenus dont il possède les droits. Donc nous, l'opt-out, c'est un moyen à la fois de communication, c'est éventuellement un outil juridique qui a pour finalité de permettre de signer des contrats d'opt-in. Merci beaucoup. Marianne, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Oui, alors, le droit d'opposition, l'opt-out. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans le secteur des arts visuels, c'est quelque chose qui est absolument impraticable. Pourquoi ? Parce que les auteurs dans notre secteur, les peintres, les designers, les photographes, même les auteurs du livre de type bande dessinée ou livre jeunesse, ce ne sont pas eux qui diffusent les œuvres. Et il suffit d'aller sur Internet, on voit des images partout, ils sont absolument en incapacité de mettre la fameuse mention lisible par la machine, disant qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient moissonnées, etc. Et non seulement eux ne sont pas capables, parce que vous et moi, on va dans des expositions, on prend des photos, on poste ça sur notre blog ou sur notre compte Facebook ou sur je ne sais trop quoi. Voilà, les œuvres, elles y sont. Mais à vrai dire, nous, la DSGP, par exemple, on est aussi incapable de l'obtenir. Ça fait déjà depuis 7-8 ans qu'on demande aux institutions muséales, par exemple, aux collectivités territoriales qui diffusent des œuvres d'art sur leur site, de mettre la petite mention qui permet d'éviter la transclusion. Alors ça aussi, c'est un truc qui vient de la commission, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet quand on est un site, de diffuser une œuvre, alors chez nous une image, pour autant qu'elle ne soit pas reproduite et qu'elle soit déjà librement accessible sur Internet. Eh bien, avec une petite mention lisible par la machine, on peut réussir à obtenir, en mettant ça dans le fichier, qu'il n'y ait pas cette diffusion. C'est comme un encapsulage en fait des images. Et à Pompidou, dans les FRAC, dans les centres d'art, à la ville de Paris, tout le monde nous dit mais vous êtes fous, la DSGP, il y a 3000 images sur mon site, je ne vais pas 3000 fois noter ce petit texte. Vos images, elles sont là, et voilà, et je vous paye des droits, c'est déjà très bien. Donc de toute façon, l'opt-out, pour les auteurs et pour nous, leur société d'auteurs, c'est impraticable dans la vraie vie. Qui plus est, quand même, la question se pose de savoir, l'opt-out, est-ce qu'il est... Alors, pardon, j'ai prononcé un mot qui est significatif mais qui n'est pas adapté, est-ce qu'il est rétroactif? Parce que les moteurs d'IA moissonnent sur Internet depuis déjà 10 ans, on va dire, ça fait vraiment très très longtemps. Donc elles ont déjà récupéré les images, elles les ont déjà analysées, elles en ont tiré la substantifique moelle, dirait Rabelais, et puis ensuite elles ont détruit les images. Donc ça ne donne même plus prise au droit d'auteur, et la difficulté, je trouve, moi, dans le texte de la directive de 2019, c'est le fait que, elle crée une exception en disant au moteur d'IA générative, allez-y, il n'y a pas de droit d'auteur, ni autorisation, ni rémunération. Super. Mais 2, quand même, pour préserver les auteurs, elle dit, mais vous avez ce droit d'opposition. Ce droit d'opposition, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait, Madame Duchalard en a parlé, il n'est absolument pas déterminé sur le fait de savoir si c'est au niveau d'un site Internet, au niveau des images elles-mêmes ou des œuvres elles-mêmes, si c'est rétroactif, pas rétroactif. Donc, on donne d'abord l'autorisation de moissonner et ensuite, dans un temps qui n'est toujours pas réglé, là, en décembre 2023, on va peut-être un jour savoir comment concrètement on peut s'opposer à cette exception.
Donc on a vraiment laissé rentrer le renard dans le poulailler. Et puis ensuite, on va se demander si on ne peut pas quand même lui attacher un petit fil à la patte pour pas qu'il mange trop vite les poules. Il y a quelque chose qui est dans la temporalité absolument préjudiciable aux droits des auteurs et où on se retrouve, nous, du fait du système juridique, à courir après quelque chose qui est déjà très très loin devant nous. Voilà, donc concernant l'opt-out, en tout cas, moi je rejoins tout à fait ce que disait Patrick Rhode. La DGP a publié en mai 2023 son positionnement sur l'IA. Et déjà à l'époque, on a dit, mais revenons au principe du droit d'auteur, qui est une propriété intellectuelle, et qui veut qu'on demande l'autorisation avant de se servir. Ça, c'est vraiment le moins. Le problème, c'est qu'on est dans un temps européen, que comme vous le savez, le Parlement européen et donc la Commission sont maintenant en fin de mandat, qu'il va y avoir des élections, donc le temps que les derniers dossiers se clos et qu'un nouveau Parlement, une nouvelle Commission arrive, on va se retrouver à un horizon de 2 ans ou de 3 ans, et le mal continue d'être fait, et les IA, les créations d'être générées et d'envahir Internet, et les auteurs de perdre leur rémunération. Merci Marianne. Bon, oui, ça va prendre du temps, et en effet, c'est pas rassurant. Entre-temps, mais au moins, vous avez le pied dans la porte avec l'obligation de transparence. On examinera tous ensemble ensuite ce que ça signifie ou pas. David, lorsqu'elle existera, bien sûr. Et on reviendra là-dessus aussi, et peut-être sur le politique. David, derrière l'obligation de transparence, ce qu'on entend, c'est la nécessité d'une rémunération pour certains usages. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est quand même ça qui est au cœur du sujet, me semble-t-il. Et certains, et il y a quelques jours, j'écoutais une conférence à Dauphine avec notamment un chercheur de l'INRIA qui s'opposait totalement à cette rémunération, qui estimait qu'il fallait blanchir toutes les données d'entraînement des IA et les autoriser. Et alors évidemment, c'est pour ça que ma question s'adresse d'abord à toi. Il était opposé à cette obligation de transparence car elle entraînerait une sacémisation de l'IA. Voilà. Merci David de réagir à ça. C'est très bien une sacémisation, donc je suis pour. Mais on devrait lui faire comprendre que d'être sacémisé, ça permet d'utiliser des œuvres en grande quantité, de développer un business. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Patrick, cette question de la transparence, elle faisait déjà l'objet de débats lors de l'adoption de l'article 17, puisqu'il y a un paragraphe, le paragraphe 8, et des considérants qui ont trait à la transparence des plateformes. Et à l'époque, on avait toutes les grandes sociétés de la technologie qui sont là pour faire de la transparence. Je rappelle que tout le monde est soumis à l'obligation de transparence. Les représentants des organismes de gestion collective, qu'est-ce qu'ils font tous les ans? Un rapport de transparence. Et je peux vous dire qu'on n'a même pas le choix de la transparence, parce que vous avez une annexe de 2 pages qui vous explique exactement par le détail ce que vous devez mettre à disposition du public, plus un tas d'informations qu'on doit communiquer, soit sur demande, soit spontanément. Donc la transparence, elle est partout. Elle s'applique aux titulaires de droit, elle s'applique aux organismes de gestion collective, elle s'applique aux exploitants traditionnels. Les producteurs de disques, les producteurs audiovisuels ont des obligations de transparence, ont même négocient des accords sur la transparence. C'est bien qu'ils s'y conforment aussi, même si des fois il faut un peu les presser à le faire, mais ils le font, je tiens à le souligner. Donc pourquoi pas les outils d'intelligence artificielle? Franchement, ils ne sont pas au-dessus des lois. Non mais on va se parler franchement là, on se moque de qui? Ces entités, elles ont les investissements, la technologie pour satisfaire cette obligation de transparence. Donc si elles réprouvent cette obligation, c'est qu'elles ont un intérêt économique. C'est qu'au fond, elles veulent pouvoir entreprendre une activité de parasitisme. Parce que c'est là l'objet, c'est quelqu'un l'a expliqué dans la table ronde précédente. La difficulté et le risque que l'on voit, on n'est pas contre l'intelligence artificielle, personne n'est contre. L'objectif des organismes de gestion collective, c'est pas d'interdire, c'est d'autoriser moyennant rémunération, pour rémunérer les vrais créateurs. Et c'est au fond le débat de la place que notre société accorde aux créateurs.
En fait, moi, je crois qu'il y a 3 aspects dans cette problématique pour répondre à ce monsieur. Il y a d'abord un aspect d'équité. Si les intelligences artificielles se nourrissent des œuvres créées par les hommes, c'est quand même la moindre des choses de rétribuer ces hommes qui ont créé des œuvres et qui rendent ces machines performantes et intéressantes. Il y a bien évidemment une dimension sociale, c'est le rôle que la société accorde à la place de l'auteur, ce qui mérite d'être rémunéré. Et puis même, je dirais que vis-à-vis de ce technologiste, si je peux l'expliquer comme ça, c'est aussi pour lui. Parce que s'il veut que son intelligence artificielle soit up-to-date, comme disent les Américains, pertinente par rapport aux évolutions techniques, il a plutôt intérêt, de manière constante, à ingérer des nouvelles œuvres, des nouvelles formes d'expression pour la rendre de plus en plus performante, parce qu'un outil, c'est vite dépassé. La technologie, les cycles d'exploitation sont très rapides. Donc il a tout intérêt, s'il veut pouvoir proposer des outils percutants, satisfaisants, de pouvoir les nourrir, et de les nourrir en toute légalité, et d'avoir quelque part une coopération avec les organismes de gestion collective. Donc je dirais qu'à tout point de vue, comme le disait quelqu'un, la restauration des droits, c'est juste un moyen pour permettre, et c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autre, de pouvoir avoir une rémunération. Maintenant, on va être aussi très clair. Nous, on joue très clairement le jeu de l'opt-out parce que c'est le seul outil aujourd'hui qui est disponible. Il n'y en a pas d'autre, donc c'est mieux que rien. Moi, je ne suis pas contre l'opt-out. Je préfère une législation avec un opt-out que rien du tout. Et on va voir ce qui va se passer aux États-Unis si on impose aux auteurs américains le fair use. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, comme c'est le cas au Japon, comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc ce n'est pas des hypothèses d'école. Et puis on verra bien. Si après avoir tenté de négocier avec ces entreprises, on n'y arrive pas, on constatera un échec, je dirais, de l'exercice traditionnel des droits exclusifs, et il faudra penser à d'autres solutions alternatives, et ça existe. On a des systèmes aujourd'hui alternatifs. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour critiquer, à mon sens, les effets de l'opt-out qui ne sont qu'un moyen. Essayons. Alors, je suis conscient que tout le monde n'est pas sur les mêmes problématiques. Nous, la problématique de la lisibilité par les machines, pour moi, la solution, elle n'est pas chez les ayants droit, elle est chez les plateformes. Ce sont les plateformes de partage de contenu, les sites de streaming, qui donnent l'accessibilité aux œuvres. Donc il est impératif que cette obligation soit répercutée sur les plateformes. Et certaines le disent d'ailleurs. Elles le disent, mais il faudra le vérifier. Et ça, la Commission européenne aura un rôle important, c'est de vérifier que cette lisibilité est respectée. Parce qu'elles nous disent, mais attendez, mais nous on le fait, parce que c'est une mesure technique, non pas de protection mais d'information, et qu'on protège aussi l'intégrité de nos données, puisqu'en réalité, certes, on communique des œuvres ou des enregistrements protégés, mais on les enrichit avec des métadonnées, on rend le service... Et c'est vrai d'ailleurs, elles rendent les services plus performants, elles font de la prescription, elles organisent aussi l'offre. Donc il faut le vérifier. Il faut vérifier, bien évidemment, c'est la seconde étape, qu'on est en capacité, après avoir exercé l'opt-out, de pouvoir négocier des droits. Et puis après, on tirera les conclusions, si ça fonctionne ou pas. J'entends ce que dit la DGP, je la crois sur parole. C'est certain qu'il y a des difficultés sur l'image fixe, la photographie. C'est vrai qu'il y a une dissémination beaucoup plus forte. Et aussi, on arrive aujourd'hui à avoir des outils d'intelligence artificielle très performants. Et ça pose un vrai problème. Et donc, il est urgent d'agir. Mais j'ai envie de rassurer Marianne. Je pense qu'on va être logé à la même enseigne d'ici quelques mois. C'est qu'une question de temps pour la musique ou pour les autres secteurs d'activité. On verra bien. Mais voilà, aujourd'hui on a des outils, utilisons-les, et si ces outils ne sont pas satisfaisants pour protéger en réalité les revenus des créateurs, eh bien inventons d'autres outils. Je veux dire, voilà, on est là pour travailler à des solutions. Moi, je suis pas pessimiste. Je veux dire, on a réussi à corriger les effets désastreux de la directive commerce électronique, et si par malheur l'opt-out s'avère être un outil insatisfaisant, insuffisant pour protéger les intérêts des créateurs et de ceux qui les accompagnent, eh bien on travaillera sur d'autres solutions. Voilà, il faut être pragmatique. J'aimerais juste revenir sur l'intérêt et la confusion intellectuelle qu'introduit le chercheur à l'INRIA, parce qu'il y a deux sujets radicalement différents. Il y a la recherche fondamentale, puisque l'INRIA, c'est le CNRS de l'IA et de l'informatique, et c'est un établissement extrêmement respectable, où les gens sont pétris d'intelligence, et eux, ils font de la recherche fondamentale. Et d'un autre côté,
Il y a des gens tout aussi respectables qui cherchent à faire de l'argent, à faire du business en développant des services qu'ils cherchent à monétiser. Et le cadre juridique devant s'appliquer à l'un ou à l'autre n'a pas forcément vocation à être le même. Merci beaucoup, Patrick, pour cette précision. Patrice, David parlait à l'instant de solutions techniques et à qui elles appartenaient. Est-ce qu'il y a une réflexion dans le secteur du livre au sujet de l'identification des œuvres? Parce que la transparence ou l'opt-out, d'ailleurs, ça signifie aussi une identification. Oui, alors la SGDL, elle n'est pas organisme de gestion collective, donc elle ne reçoit pas les droits, enfin elle ne gère pas les droits au nom des auteurs qui les lui confient, donc elle n'a pas la possibilité, comme la SACEM ou la SCAM, de manifester cette opposition en leur nom. La relation auteur-éditeur dans le secteur du livre est tout à fait contractuelle de gré à gré, c'est un fait, on peut le regretter, souhaiter autre chose, mais aujourd'hui c'est le cas, donc à moins que chaque auteur individuellement aille manifester son droit d'opposition, c'est assez compliqué, d'autant plus que les outils pour le faire dans le secteur du livre aujourd'hui n'existent pas. Alors sur la prochaine table ronde, je crois peut-être que les représentants du secteur de l'édition du livre expliqueront un peu la réflexion qu'il y a autour, justement, d'essayer d'inclure dans les métadonnées des fichiers numériques des notions qui permettent à la machine de reconnaître si l'auteur ou l'ayant droit a manifesté son opposition. En tout état de cause, c'est vrai que cette disposition qui était issue d'une directive maintenant ancienne n'est toujours pas effective et très difficile à manifester pour les auteurs. Et d'ailleurs, il serait intéressant de faire l'archéologie des motivations qui ont conduit à cette disposition sur le data mining. Je ne suis pas tout à fait certain que le législateur européen avait en tête à l'époque des outils d'intelligence artificielle capables de créer des contenus. On était dans tout à fait d'autres technologies. Donc c'est vrai que cette question je comprends ce que dit Marianne, d'opt-in ou d'opt-out, pourrait être examinée à la lumière aujourd'hui des outils qui sont développés. Nous, il est vrai que si l'opt-out ne devait pas pouvoir être mis en œuvre de manière effective, simple et directe par les auteurs, effectivement, on réfléchirait, même si j'entends que c'est compliqué de remettre 24 États membres autour de la table, mais on réfléchirait à en tout cas envisager d'autres solutions qui soient plus sur la base de l'opt-in, c'est-à-dire de la manifestation de l'auteur, de l'autorisation qui lui est donnée. Et effectivement, c'est ce qui en découle en creux. Dès lors qu'il y a autorisation, il y a effectivement rémunération. C'est-à-dire que s'il y a usage commercial qui est fait de l'œuvre, il doit y avoir rémunération qui peut passer par de la gestion collective pour le coup, ou par des licences, mais ça va de soi. Ouais. Donc vous êtes vous aussi pour une SACEMisation de l'intelligence artificielle? Alors, je ne savais pas que la SACEM c'est une maladie, mais non, on est pour la gestion transparente des... Puisque vous l'avez utilisé 2 fois, je dois dire que si on doit généraliser ce terme, il faut un coup utiliser SACEMisation, un coup utiliser SACEDisation. Voilà. Oui, voilà. Je suis d'accord. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Hein. Je n'en suis pas l'autrice du tout. Juste pour conclure sur cette question, en tout cas, de la relation avec ces acteurs de l'IA avec lesquels nous, on n'a aucun contact, et encore plus difficile pour les auteurs d'en avoir. Et c'était un peu toutes les demandes que l'on portait en matière de transparence et d'encadrement. C'est que aussi bien les industries culturelles, donc les auteurs, que les créateurs de ces outils ont besoin d'un environnement juridique qui soit sécurisé pour les uns et pour les autres. Et ça rejoint un peu ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire que si des contentieux pleuvent de tous côtés et de toutes parts, je ne suis pas sûr que ce soit bon non plus pour le développement, parce qu'il semble être l'objectif du gouvernement de développer des startups. Alors justement alors on n'a vraiment plus du tout de temps, mais c'était quand même ma question suivante et qui s'adresse à vous tous en réalité. Yann Lequin a dit devant l'ARCOM il y a quelques semaines que si Meta, Yann Lequin c'est le directeur du laboratoire d'IA de Meta, que si Meta ne publie pas les données d'entraînement de Llama 2, puisqu'ils avaient publié partiellement celles de Llama 1, c'est par crainte des procès. Il l'a bien dit, crainte des procès venant des ayants droit. Où sont les procès? Est-ce qu'il va y avoir des procès? Où ont-ils lieu? Alors aux États-Unis, il y en a quelques-uns, mais voilà, question ouverte à chacun d'entre vous. Juste peut-être réagir. Pardon, oui. Juste très vite. C'est vrai que moi, je suis toujours très étonné par les acteurs qui tiennent à la fois un discours qui consiste à dire le droit d'auteur est un obstacle à l'innovation, mais dès qu'ils développent un outil, déposent un brevet pour le protéger. Je lisais cet été que Microsoft, qui a embarqué dans sa suite Office des outils d'intelligence artificielle, avait annoncé à ses clients
qu'il les couvrait totalement pour payer les dommages et intérêts, ce qui en soi, s'ils étaient attaqués en contrefaçon avec l'usage de ces outils, ce qui en soi est déjà un aveu. On a quand même un faisceau d'indices, on a parlé de Book 3 ce matin, enfin plus de 180 000 livres qui ont été moissonneux, parmi lesquels des livres piratés. On le sait, donc je comprends qu'effectivement la question de la transparence soit gênante pour des acteurs qui si on ouvrait le capot de la machine, démontreraient effectivement qu'il y a eu contrefaçon. Et c'est toute la question de la rétroactivité que l'on évoquait aussi de ces dispositions. Ça démontre totalement, par le contraire, de la nécessité de la transparence. Enfin, il y a eu une procédure récente aux États-Unis de 3 auteurs contre 3 intelligences artificielles, Stable Diffusion, Midjourney, je crois, et je ne sais plus la troisième. Et précisément, la question, c'était est-ce qu'il y a contrefaçon ou pas? Et alors, je passe la partie fair use parce qu'il y a une partie fair use dans l'affaire, mais la question, c'était précisément de prouver que ces IA avaient utilisé des œuvres protégées pour entraîner l'intelligence artificielle. Et c'est là l'intérêt de la transparence, c'est que effectivement, en l'absence de transparence sur les données qui ont généré des œuvres dans Midjourney, les auteurs ont été dans la capacité de prouver de la contrefaçon, à elle ensuite de prouver qu'en aval, éventuellement, ces œuvres avaient pu reprendre des caractéristiques originales de l'œuvre. Enfin, là, je défends un peu l'arrêt, mais c'est un peu l'idée, en tout cas, qui transparaît dans cette décision, à elle de prouver qu'effectivement, peut-être il reste des résidus de, si je puis dire, de protection en aval. Donc c'est littéralement impossible. On voit bien que si effectivement la transparence n'est pas une obligation légale, ben nous serons dans l'impossibilité de faire respecter les droits. Et là, cette intervention de Facebook montre bien qu'effectivement, ils utilisent des données. C'est un aveu. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le prends. Ils utilisent et ils ont peur. Bah oui, ils ont peur parce qu'effectivement, s'ils le font, ils doivent nous demander une autorisation et ça me paraît tout à fait normal. D'ailleurs, Meta le sait d'autant plus qu'ils ont un contrat avec nous, justement, pour l'utilisation des œuvres sur leur plateforme de réseaux sociaux. Et je pense que oui, c'est un aveu clairement de la part de cette plateforme. Et il faut véritablement mettre en place cette obligation. Patrick. Juste pour répondre précisément à la question, et les procès, on en est où? En fait, les procès, c'est quand on n'a pas été assez intelligent pour s'entendre. Et donc, on fait tous le pari de l'intelligence côté société d'auteurs et le pari de l'intelligence côté promoteur de l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens à nouveau parce qu'il y a une grande confusion. Et Yann LeCun, c'est un grand chercheur qui a vraiment inventé l'intelligence artificielle. Mais il y a une grande confusion dans cette communauté entre leur activité en tant que chercheur. Et il a fait longtemps de la recherche fondamentale, Yann LeCun. Et depuis 10-15 ans maintenant, ils travaillent, c'est tout aussi respectable, mais dans des projets business. Et on ne peut pas se prévaloir du même cadre juridique du caractère intérêt civil de la société ou faire progresser la recherche fondamentale, la médecine en développant des outils d'IA. Et quand on fait ça pour le CNRS français, l'INRIA ou pareil aux États-Unis, ou quand on le fait, ou quand on travaille pour Meta, le but de Meta, et c'est tout à fait, ça ne pose pas de problème de principe, le but de Meta, c'est d'accroître la valeur des actionnaires de Meta. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça que moi je suis confiant dans le fait qu'on trouvera des accords avec ces sociétés, c'est leur intérêt, et c'est finalement peu d'argent. Si j'en crois à la valorisation qu'atteignent ces sociétés, ce n'est pas des enjeux majeurs. Et si ça altère leur capacité à développer leurs entreprises, ils feront vite le calcul. Alors nous, pour l'image, donc oui, on prépare un procès, mais pas en France. On y travaille activement. On en fera en France s'il le faut. Je voudrais juste préciser qu'à la DSGP, on a déjà des contrats avec des sociétés qui font de l'intelligence artificielle, parce qu'il y en a certaines, des acteurs européens, voire français, qui sont venus et qui spontanément ont souhaité obtenir des autorisations avant de générer des créations basées sur des œuvres d'artistes humains. Donc ça veut dire que c'est possible. Et on l'a déjà dit ce matin, mais je voudrais quand même le rappeler.
que le droit d'auteur n'est pas né de la dernière pluie, puisqu'il date de 1793, on va dire, le moment de la Révolution française. Il a été conçu au siècle des Lumières, notamment par M. de Beaumarchais, mais pas que. Et que depuis 1793, il y en a eu des technologies de diffusion des œuvres qui sont arrivées. On peut même remonter et de remixage. Ouais. On peut même remonter à l'imprimerie, donc alors là, on est encore plus loin, on est au XIVe siècle, qui a suscité les privilèges royaux à l'époque pour commencer à protéger ce secteur de diffusion des œuvres. Donc la radio, la télé, la reprographie, les supports numériques, Internet 1.0, Internet 2.0, Internet je ne sais pas combien de .0. À chaque fois quand même, le droit d'auteur a su s'adapter et on a réussi à trouver les moyens et de faire vivre les auteurs et que les sociétés technologiques aient une prospérité qu'on leur souhaite d'ailleurs. Il n'est absolument pas prévu de les accabler sous le poids du droit d'auteur. Donc je voudrais quand même qu'on le rappelle peut-être à ceux qui nous gouvernent qu'il ne faut pas opposer les deux, que ceux qui le font sont soit mal informés, soit ils sont un peu de parti pris. Donc du coup, ils sont un peu disqualifiés pour pouvoir s'exprimer. Et que à ce moment-là du temps, alors je ne sais pas si vous vous souvenez que la DHGP a porté pendant très longtemps un combat sur les moteurs de recherche d'images et la diffusion des œuvres sur Internet. Et les politiques avaient vraiment peur que ça casse tout le modèle économique. Il n'en a rien été. Et tout va bien. Les images sont toujours sur Internet et les auteurs sont rémunérés. Donc il faut absolument, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, les décideurs, l'exécutif, les législatifs, que ce soit en France ou en Europe, n'ait pas la main qui tremble en décidant que l'IA doit se développer, certes, mais sans vampiriser les créateurs et en les rémunérant comme toute entreprise qui utilise une matière première, pardon de dire ça comme ça, mais a le droit, a l'obligation de le faire. Donc ça, c'est vraiment quand même, cette mise en perspective, à mon avis, serait très utile. On en appelle quand même à ce volontarisme des pouvoirs publics. Merci beaucoup Marianne, ce sera le mot de la fin. Un message pour l'exécutif et aussi pour les développeurs d'IA. Peut-être rendez-vous l'année prochaine pour une même conférence, mais avec des développeurs et des annonces de contrats. Et ce sera formidable, on espère, pour vous. Merci à tous.